Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une œuvre considérée comme beaucoup comme la troisième trilogie officielle. Cette série est digne des scénarios originaux de Star Wars avec des dizaines de personnages, des problèmes multiples et un grand méchant charismatique. On commence par un petit flashback en -27, juste après que Thrawn, membre de l'Ascendance schiste, ait arrêté le vol vers l'infini sur ordre de Sidious. Le problème, c'est que le fait de cracher le vaisseau plutôt que de l'arraisonner et de le capturer va entraîner des conséquences politiques pour Thrawn, qui va donc être mis sur étroite surveillance. Un peu plus tard, il va attaquer un avant-poste Vagari qui fabriquait des armes pour affronter l'Ascendance schiste, sauf que du coup, vu qu'il a ouvert le feu avant que les Vagari agissent, il va être exilé par l'Ascendance schiste sur une planète sauvage. En -19, un destroyer à la poursuite de Booster Terrique débarque sur la planète où Thrawn était exilé. Le schiste va parvenir à s'infiltrer à bord du destroyer impérial, mais il va être découvert. On va alors lui proposer, vu ses capacités, de rejoindre l'Empire, parce qu'en gros, valait mieux l'avoir avec soi que contre soi. Ainsi, Thrawn va devenir un officier de l'Empire, et il va gravir assez rapidement les échelons de la hiérarchie. 3 ans après la bataille de Yavin, peu de temps avant la destruction de la seconde étoile noire, Demetrius Zarin était l'un des 12 grands amiraux nommés par Palpatine lui-même. C'est lui qui, en tant que responsable de la recherche, va développer les TIE Defender et les TIE Advance. Sauf que très rapidement, Zarin va commencer à avoir des vues sur le trône impérial, si bien qu'il va tenter sa chance peu de temps après la mort de Xizor. Les hommes qui lui étaient fidèles et Ardenlin vont réussir à capturer la navette de Palpatine, mais c'est grâce à l'intervention de Vador et du vice-amiral Thrawn que l'empereur est sauvé. Zarin lui va parvenir à s'échapper, mais il sera tué un petit peu plus tard, alors qu'il va tenter de mettre la main sur un vaisseau expérimental qui va exploser par accident. Thrawn l'aura pourchassé et puis ça va faire boum, c'est pas vraiment la faute de Thrawn. En remerciement pour son sauvetage et la poursuite de Zarin, Palpatine va nommer Thrawn en tant que 12e grand amiral. Sauf que, ça le fait pas trop qu'un non-humain soit un poste aussi haut placé, il va donc l'envoyer dans les régions inconnues pour s'en débarrasser plus ou moins. Ce n'est donc que très tardivement que l'Alliance a découvert l'existence de ce 13e grand amiral. Nous sommes maintenant 9 ans après la destruction de la seconde étoile noire et l'Empire a perdu 75% de son territoire. Il est maintenant dirigé par un conseil régnant depuis la planète Orinda, qui est surnommé Bastion. Côté République, la plupart des grosses menaces ont disparu et enfin nos héros peuvent commencer à construire leur vie. Par exemple, Anne et Leia se sont mariés, comme on l'a vu précédemment, et maintenant ils attendent des jumeaux. On sait pas trop pourquoi Thrawn va décider de revenir dans l'espace connu, mais toujours est-il qu'il dispose de forces limitées. En gros, il a que avec lui les hommes avec lesquels il était parti. Et il a un grand besoin d'une armée conséquente pour pouvoir affronter la Nouvelle République. C'est pour cette raison qu'il va se mettre à la recherche d'un ancien entrepôt impérial, un endroit secret, connu de Palpatine seul ou de quelques fidèles, où seraient stockés des cylindres de clonage Sparty. L'arrivée de Thrawn est également un coup de fouet pour les affaires de l'Empire, si bien que le Conseil régnant lui confie officiellement la direction des opérations, pensant pouvoir manipuler ce non-humain. Ardus Kane et Della Crenel, bien qu'étant indépendants, vont décider de se joindre à Thrawn également. Sauf que Teutren Teradok et Bister Ars vont eux refuser de rejoindre Thrawn, ce qui va gravement nuire à leur réputation, puisque en fait, inhabituellement, Thrawn est devenu extrêmement populaire. Parce que c'était un amiral badass qui avait un sens de la stratégie assez énorme, c'est un grand amiral, il avait de la prestance, et il impressionne et les gens commencent à l'apprécier. Il était capable de deviner la psychologie et la stratégie de son adversaire juste en l'affrontant. En fait, il était tout à fait capable de mettre en place une stratégie qui allait complètement déjouer les capacités de son adversaire. Par exemple, lors d'un raid sur Obroa Skay, il a deviné que le commandant de la Nouvelle République en place était un Elom, juste en observant sa réaction à une stratégie spécifique. Ensuite, il a répondu avec une seconde stratégie, dont il savait que aucun Elom ne serait capable d'y faire face. Et donc, bien évidemment, le commandant de la Nouvelle République a été complètement désarçonné, ce qui lui a offert la victoire sur un plateau. Et c'est grâce à ce raid sur Obroa Skay que Thrawn va découvrir que l'entrepôt qu'il recherche se situe sur le mont Tantis, sur la planète Wayland. Sauf que connaissant Palpatine, il y avait assez peu de chances que l'entrepôt soit resté sans surveillance. Et il était même très probable que le gardien, ça soit un Jedi noir.
Tron ne souhaite pas courir de risque et il va donc faire un petit détour sur la planète Myrkr pour récupérer des Ysalamiri. Ce sont des petites créatures qui vivent dans les arbres et qui sont capables de neutraliser la force pour se défendre contre leurs prédateurs, sorte de gros chiens véroces qu'on appelle des Vornsk. En guise de gardien, c'est effectivement le maître Jedi Jorus Sibos qui les accueille sur Wayland. Sauf que Tron sait que Sibos est mort dans le vol vers l'infini, mort qu'il a lui-même orchestré. Donc celui qui lui fait face, c'est forcément un clone. Si Sibos va tenter de chasser les impériaux, il va toutefois se laisser convaincre par une offre très alléchante de Tron. En échange de ses services, Tron va lui apporter sur un plateau Luke Skywalker et sa sœur Leia Organa, qui est enceinte de jumeaux, afin qu'ils deviennent les apprentis du maître Jedi. Alors, le mec il pense qu'il est un maître Jedi, mais il est un peu taré. Du coup, bien évidemment, le grand amiral met la main sur les installations du Mutantis et il ordonne immédiatement la remise en route des installations de clonage. Un tri est organisé parmi ses soldats pour sélectionner ceux qui vont servir de modèle de clonage. Si la technologie du clonage impose une croissance d'à peu près 1 an pour avoir un soldat à maturité, et qui est mentalement stable, le fait de placer des Ysalamiri à proximité des cuves de clonage va permettre d'accélérer grandement la croissance. En gros, pour la faire courte, c'est la force qui, avec une croissance accélérée, peut faire que les gens deviennent un petit peu barjots et pas très sains d'esprit. Et il est donc très probable que le clone de Jorus Sibos ait subi une croissance accélérée. Parallèlement à ça, Tron va ordonner aux chantiers navaux de Bilbringi, Orthrazi et Yagaminor, des chantiers navaux impériaux, navals, d'augmenter leur production pour fournir des navires aux clones nouvellement créés, parce que ça serait con de créer des soldats et de pas leur filer de quoi se battre. Il lance également une mise à prix pour la capture de Luke Skywalker, tout en envoyant ses assassins Noghri capturer Luke et Leia. Suite à une première tentative ratée des Noghri pour la capture de Luke et Leia sur Bim, et sur suggestion de son second, Pellaeon, Tron va faire traîner la rumeur que le maître Jedi Jorus Sibos avait été aperçu sur Jomark afin d'y attirer Luke Skywalker. Alors que Han et Leia s'apprêtent à partir pour Bebfash, Luke va se proposer pour les accompagner, pour poursuivre la formation de Leia comme Jedi, mais elle va lui déconseiller car Luke est un Jedi reconnu et les Bebfashi détestent les Jedi, au point, selon la légende, d'avoir repoussé un Jedi noir jusqu'à Dagobah par le passé. Luke est très intrigué parce que la mention de Dagobah, c'est pas anodin, et il pense que le Jedi noir aurait pu être tué par Yoda et que son essence aurait créé la grotte obscure. Curieux d'en avoir le cœur net, il se rend sur Dagobah, et sur place, il retrouve la maison de Yoda complètement délabrée, puisque en gros ça fait 4-5 ans qu'elle est à l'abandon dans un marécage. Dans la grotte obscure, il a une vision d'une femme interrompant son sauvetage à la fosse de Carkoon. Dans cette même grotte, il va également trouver une vieille pièce d'électronique qui ressemble à une sorte de télécommande, et il va décider de se rendre sur Enclon pour rencontrer Lando pour lui montrer ce dispositif et savoir un petit peu ce que c'est. Parce que Lando il sait tout. Pendant que Luke était sur Dagobah, Han et Leia ont subi de nouvelles attaques des Noghri sur Bebfash, et en repartant, ils vont passer par Enclon dans le but de rendre visite à Lando, parce que Lando c'est le bon pote et tout le monde lui rend visite. À peine arrivé, ils croisent Luke qui arrive en X-Wing, et c'est alors qu'un destroyer impérial apparaît, et ils vont engager le combat contre lui. Se fiant à la force afin de se battre, Luke va capter un message de Jorus Sibos l'invitant à venir à sa rencontre, bien qu'il ne sache pas que ça soit de Jorus Sibos, il a juste reçu un message. De son côté, l'attaque impériale a un objectif précis, Tron veut s'emparer des foreuses à jet de plasma qui sont dans l'installation minière de Enclon, qui est gérée par Lando, afin de préparer un raid sur les chantiers spatiaux de Sluisvan. Au cours de l'attaque, 51 foreuses seront volées. Souhaitant mettre Leia à l'abri après ces nombreuses attaques, Chewbacca va proposer de l'accompagner sur Kashyyyk où elle sera en sécurité. Il faut une sorte de tour de passe-passe pour savoir qui est dans quel vaisseau qui va où, sauf que Tron voit clair dans la manœuvre, en calculant les temps de transfert, machin, bref, on s'en fout. Et en gros, il va envoyer ses Noghri sur Kashyyyk, et donc à peine arrivé, Leia va ressentir la présence d'un Noghri, mais celui-ci va disparaître instantanément sans laisser de traces. Luke lui part pour Jomark, rencontrer le mystérieux maître Jedi, sauf qu'il tombe dans une embuscade de Tron, qui n'a pas vraiment envie que Jorus mette la main trop vite sur son apprenti. Le X-Wing de Luke est endommagé, même s'il parvient à s'enfuir, et heureusement pour lui, très peu de temps après, Marajad est alors aux commandes du vaisseau de Talon Karrde, va sortir de l'hyperespace à proximité, complètement par hasard, et trouver le X-Wing de Luke. Talon Karrde va ordonner la capture de Luke et le remorquage du X-Wing jusqu'à sa base sur Myrkr. Et vous le voyez venir, quand Luke se réveille, il découvre qu'il n'a plus accès à la force à cause des très nombreux Ysalamiri présents sur la planète.
De leur côté, Han et Lando se mettent en quête d'un pirate informatique afin de trouver qui communique à l'Empire la position de Leia. Et par l'intermédiaire d'un ami contrebandier, ils vont prendre contact avec l'organisation de Talon Guard. La galaxie est vachement petite quand même. Souhaitant éviter que Han et Lando ne découvrent Luke, Mara va l'enfermer dans une remise à l'écart. Mais c'est pas fini, parce que alors que la discussion avec Han et Lando débute, il y a Thrawn qui arrive à bord de son destroyer impérial pour récupérer encore plus de Ysalamiri. Luke va bien évidemment choisir cet instant, comme par hasard, pour s'échapper et voler un skipray. Mara va se lancer immédiatement à sa poursuite, avec un autre skipray, et les deux vaisseaux vont s'écraser dans la forêt. Depuis sa navette, le grand amiral Thrawn va assister du coup à la course-poursuite, et il se doute immédiatement de qui est à bord du premier vaisseau. On sait pas trop comment, mais déduction, c'est Luke Skywalker. Il va même envoyer ses soldats enquêter sur les lieux contre l'avis de Card. Heureusement, Luke et Mara ont rapidement décampé et ne se font pas capturer. Après le départ de Thrawn, Han et Lando, qui s'étaient cachés, découvrent que Card détenait Luke, et ils sont un petit peu contrariés, parce qu'ils pensaient que Card pourrait être un allié potentiel, et visiblement c'est pas le cas. Sauf que Talon Guard est d'une relative bonne foi, et il propose d'aider Han et Lando à récupérer Luke et Mara à Hilliard City, où ils vont sûrement se diriger. D'ailleurs, au cours de leur périple dans la forêt, Mara ne se privera pas de dire à Luke qu'elle le déteste, et qu'il a détruit sa vie en tuant Palpatine, puisqu'elle était la main de l'empereur. Sur Kashyyyk, Leia va subir une nouvelle attaque de nuit, mais l'un des Noghri va survivre, les autres seront tués, et il identifie Leia comme étant la Malhari Yush, la fille de Vador, celui qui a sauvé son peuple. Devant cette révélation un petit peu étrange, Leia va lui proposer de l'aide pour libérer son peuple de l'emprise de l'Empire, et elle accepte de le rencontrer seul à seul sur sa planète. Suite au sauvetage de Luke et Mara à Hilliard City, Talon Guard va ordonner l'évacuation de sa base. Il est parfaitement conscient que Thrawn reviendra se venger, et donc il décide de décamper. L'attaque sur les chantiers de Sluisvan est enfin prête et Thrawn utilise une technologie de camouflage pour occulter le contenu d'un cargo comprenant les 51 foreuses à plasma volées et leur escorte militaire, à savoir beaucoup de chasseurs-taille. Le plan est relativement simple. Les chasseurs-taille et les quelques vaisseaux principaux de l'Empire vont s'occuper de la Nouvelle République, du moins des forces militaires de la Nouvelle République en place, tandis que les foreuses s'attaqueront directement à la centaine de vaisseaux qui attendent là pour des réparations en cours de fabrication, donc des vaisseaux de guerre principalement, pour tout simplement en prendre possession. En gros, ils forent la coque, ça permet de faire rentrer quelqu'un pour prendre possession du navire. Très rapidement, les foreuses atteignent et capturent près de 39 vaisseaux et les tractent ou les emmènent en direction de l'Empire. Han, Luke et Lando arrivent alors au beau milieu de la bataille, après le sauvetage de Hilliard City, et Lando va communiquer un code de contrôle pour forcer les foreuses à activer leur jet de plasma à pleine puissance, ce qui va endommager très sérieusement et rendre complètement inutilisables les vaisseaux capturés. Face à cet échec, Thrawn va être obligé d'ordonner la retraite. Les gens sont un petit peu surpris, mais il est beau joueur, il reconnaît qu'il a perdu. N'ayant plus de vaisseaux pour fournir ses troupes de clones, il va tout simplement se tourner vers le marché noir et essayer de glaner des vaisseaux de guerre par-ci par-là. Côté République, bien que ça soit une victoire, c'est juste une bataille, ils n'ont pas gagné la guerre, et très rapidement nos héros vont apprendre que l'amiral Ackbar a été arrêté car il est soupçonné de trahison après que des mouvements bancaires suspects aient été détectés sur son compte. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez soutenir la chaîne en regardant des publicités sur Utip ou sur Tipeee ou même en faisant un don si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!